Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics a initié les travaux de révision du décret portant sa création. Objectif, mieux gérer les projets de construction publique. L'aménagement de la bande du littoral, l'une des principales propositions des eaux et forêts pour la protection et la restauration du système dunaire. L'explication dans cette édition. Et puis lutte contre les catastrophes naturelles, des dispositifs de veille déployés sur tous les cours d'eau de la vallée du fleuve Sénégal. Reportage à Matam à suivre. Et puis à la une également de l'actualité, les germes d'un regain de tension au Sahel. Enlèvement du khalife Thierno Amadou Adital par le JNIM. Tentative ratée de la prise du siège de la présidence au Tchad. Et puis l'attaque au Bénin qui a fait 28 morts des soldats. La passe d'armes entre le président français Emmanuel Macron et certains dirigeants africains, dont Ousmane Sonko. On en parle avec le professeur Bakary Samb, fondateur de Tombouctou Institute, un des plus fins connaisseurs des enjeux sécuritaires au Sahel. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. L'État veut faire face aux défis d'infrastructures modernes pour mieux attirer les investisseurs. C'est pourquoi l'Agence de construction de bâtiments et édifices publics a initié les travaux de révision du décret portant sa création. À ce propos, voici le directeur, Monsieur Baïgnas, avec Alassane Ba. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment l'évolution des besoins en infrastructures modernes et durables, ainsi que l'impératif d'une gestion plus efficiente et transparente, exige une adaptation de notre cadre juridique et organisationnel. C'est dans cette perspective que le projet de décret soumis à votre analyse a été élaboré. L'objectif principal est de doter l'ACBEP d'un cadre juridique et organisationnel renforcé, à même de lui permettre de répondre aux attentes croissantes de pouvoir public des citoyens. Ce projet vise à clarifier les missions de l'agence, à optimiser les méthodes de travail et à préciser les règles de gouvernance pour une meilleure réduction des comptes et pour une meilleure rationalisation des crédits de l'État. Mesdames et messieurs, le décret a été un outil de 2011, structurant, mais le contexte actuel nous oblige à aller plus loin. Les réformes entreprises proposent des avancées majeures, notamment une consolidation et un renforcement des missions de l'ACBEP pour intégrer les enjeux de développement durable et de résilience face aux changements climatiques. L'aménagement de la bande du littoral, l'une des principales propositions des eaux et forêts pour la protection et la restauration du système dunaire. C'est dans le cadre du projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes du littoral de Yeumbeul à Malika. Les acteurs de développement du département de Keur Massar ont participé à la journée de réflexion et d'échange organisée par le conseil départemental. Voyons tout cela avec Amine Nataba. Seule la mise en œuvre d'un plan d'aménagement sur la bande du littoral peut protéger les écosystèmes dunaires. C'est ce que soutient le chef de secteur des eaux et forêts de Keur Massar. Comme on l'a toujours dit, c'est l'aménagement de la bande de Filao. Il existait un plan d'aménagement, mais qui n'a pas été abouti. Donc il faut un plan d'aménagement, il a un début et une fin. Donc il faut voir comment réviser ce plan d'aménagement-là en y incorporant les lotissements qui sont en train d'être faits, en y impliquant les lacs, en y impliquant aussi les nouveaux espaces qui ont été restaurés par le service des eaux et forêts. Donc voir quel compromis on peut faire entre ces différents aspects-là pour pouvoir offrir une durabilité à cet écosystème qui est très vulnérable. Ce projet du conseil départemental de Keur Massar sur la réhabilitation et la stabilisation des dunes concerne les communes de Yeumbeul Nord et de Malika. Selon le président Babacar Gueye, des conventions ont été signées avec les maires pour dérouler des activités environnementales. Nous avons déjà implanté les 6 îlots. Nous avons aussi pratiquement signé 2 conventions avec les 2 communes qui s'ouvrent sur l'océan Atlantique, la commune de Malika et celle de Yeumbeul Nord. Parce que
comme c'est une affaire d'institution, nous devons passer par le maire pour pouvoir impliquer les populations. Parce que dans le cadre de ce projet-là, nous devons travailler avec les écoles. Parce que ça aussi, c'est une autre dimension du projet, c'est-à-dire l'éducation environnementale. Pour sensibiliser les élèves, n'est-ce pas, les former. Après cette journée de réflexion, un mémorandum sera remis par les parties prenantes au président du conseil départemental. Le but est de protéger ensemble les écosystèmes dans le département de Keur Massar. Immatriculation des motos de plus de 49 cm. Les importateurs estiment très court le délai de 3 mois décidé par le gouvernement, mais se disent tout de même prêts à se conformer. Habib Faye, reportage. Le Sénégal met en place un plan d'action pour renforcer la sécurité routière et la prévention des risques liés à l'usage des motos 2 roues. Une initiative à saluer selon Ibrahima, un importateur de machines 2 roues. Ce sont des motos bien entretenues, tout en règle, mais de seconde main, que j'importe dans la légalité. Toutes les pièces administratives me sont délivrées avant leur arrivée. Et une fois au Sénégal, la douane me fournit un certificat de mise à la consommation, après contrôle. Il estime que le délai est limité. Si le gouvernement veut que tous les conducteurs de motos soient en règle, il ne devrait pas mettre autant de pression. C'est impossible d'y arriver en l'espace de 3 mois. Cependant, il préconise d'autres stratégies. On doit mettre en place un système qui permette aux motocyclistes de payer sa quittance tous les mois dans les municipalités. Ceux qui font du commerce comme les livreurs doivent aussi être sécurisés et disposer d'autres moyens de paiement. Il invite les détenteurs de motos 2 roues à profiter de l'occasion pour être en règle, pour éviter que leur moto soit mise en fourrière au-delà du délai fixé par le gouvernement. Les conducteurs de moto Jakarta à Ziguinchor ont été les premiers à contester cette nouvelle réglementation. Dans le même temps, les usagers du sous-secteur du transport approuvent la décision du gouvernement. Reportage à Ziguinchor, Boubacar Diassi, Lamine Mandiang. Le mouvement d'humeur des conducteurs de Jakarta de Ziguinchor, après la publication des mesures de restructuration de leur secteur, fait réagir les Ziguinchorois. Ces Ziguinchorois pensent que l'État a raison pour la sécurité de tout le monde. Là, vraiment, l'État, je salue vraiment l'initiative que l'État a dégagée. Vraiment, c'est bien pour les Jakartamans, parce que ça, c'est juste pour les protéger. Et la population sénégalaise, parce que ils pourront tout simplement en trouver des solutions le plus rapidement possible. Bon, si maintenant l'État demande à ce que nous régularisons, il faut qu'ils se mettent dans les formes de régularisation, comme ça pour pouvoir bien mener à leurs activités. La mesure, elle arrange la population. Parce que tu vois des fois un Jakartaman qui n'a même pas de papier. Ce n'est pas même pas son Jakarta là n'a même pas aucun papier. Soit il a volé ou je ne sais pas. Bon, raison pour laquelle je dis que ça arrange la population. Mais aussi, ça les arrange. Parce qu'ils ne savent pas. Parce que même le port de casque qu'on leur dit là, ils croient que c'est pour la police. Et ce n'est pas pour la police, c'est pour eux. Ce monsieur pense que l'État devrait faire un effort de communication pour apaiser la situation. Voilà, très bien. Là, c'est un manque de communication. C'est ce qui a fait que tout simplement, les gosses sont en train tout simplement de brûler des pneus. Mais je dis que ça, ce n'est pas des moyens efficaces tout simplement pour éradiquer tout simplement ce fléau. Parce que nit ki soko bëgg jaay doole moom du dem mais suñu naan rek ñoom ñu jëm la expliquer ñu comprendre mun am ñeneen comprendre mais suñu comprendre rek di ngeen jub ak ñoom. Le nombre exact de motos Jakarta qui circulent à Ziguinchor n'est pas connu. Mais les estimations des conducteurs eux-mêmes font état de plus de 15 000 motos Jakarta qui seraient en circulation dans la seule commune de Ziguinchor. 24e édition du Forum Premier Emploi. Des jeunes issus des régions sont attendus à Dakar les 28 et 29 janvier prochains. Ce matin, s'est tenu l'atelier de training sur l'employabilité en prélude à ce rendez-vous. Alassane Ba. Ils sont nombreux à s'être inscrits pour participer à cette rencontre. Ces jeunes diplômés sont à la recherche d'un premier emploi.
Le premier forum de l'emploi qui se tiendra les 28 et 29 janvier prochains est un cadre idéal pour explorer des opportunités. C'est une démarche citoyenne pour aider ces jeunes qui sont issus la majorité de familles modestes et qui ont serré la ceinture pour avoir une bonne formation, avoir des diplômes prestigieux et qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui se retrouvent marchands ambulants ou vendeurs de café, etc. Et le forum est le seul cadre au Sénégal qui regroupe les potentiels demandeurs et les recruteurs. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Tu peux être surdiplômé et puis si tu n'as pas de relais, si vous ne connaissez pas un Hassan Ba, vous ne connaissez pas un Manu Diop, vous ne connaissez pas un Youssou Ndour, c'est pas facile. Ce forum se tiendra dans un contexte marqué par une hausse du taux de chômage au Sénégal, d'après le dernier rapport de l'ANSD. Selon le président du MEDES, l'espoir est permis à travers ce rendez-vous pour atténuer cette hausse. C'est une pure coïncidence où l'ANSD justement constate ce chômage qui est en hausse. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'État n'a pas vocation de créer des emplois. Cependant, l'État doit créer un environnement propice pour les entreprises à embaucher. Si l'environnement n'est pas propice, il est difficile d'embaucher. Moi-même qui vous parle, je supplie mes collègues chefs d'entreprise pour qu'ils participent au forum pour me prendre un ou deux. Voyez-vous, parce qu'ils me disent que le contexte ne s'y prête pas. Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais quand même, il y a une constance républicaine. La 24e édition du premier forum de l'emploi va se tenir les 28 et 29 janvier 2025. Plus d'1 millier de jeunes venus des différentes régions répondront à l'appel du mouvement des entreprises du Sénégal. Merci Alassane. Et puis cette mesure préventive dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles, des dispositifs de veille déployés sur tous les cours d'eau de la vallée du fleuve Sénégal. Illustration à Matam, reportage à Libandé Nyang. 92, largement au-dessus de la côte d'Alette, le 2 octobre dernier, le fleuve Sénégal n'est aujourd'hui qu'à 2,29 m, loin des périodes de forte crue. À la suite de cette catastrophe naturelle, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau est en train de déployer des équipements de contrôle sur tout le long de la vallée du fleuve Sénégal. Pour installer une station hydrométrique automatique qui nous permettra de transmettre les données hydrologiques à temps réel et à pas de temps, par 1 heure de temps. C'est un appareil récent qui vient renforcer les échelles limnimétriques qui nous ont toujours permis de connaître donc les niveaux d'eau dans nos différents cours d'eau. Ce dispositif va nous permettre d'avoir les données hydrologiques comme nous envisageons d'ailleurs d'installer des appareils automatiques partout un peu au Sénégal. C'est certain que cet appareil nous permettra d'avoir la donnée. Et la donnée en hydrologie, c'est l'élément essentiel à partir de laquelle on fait les planifications, on fait les prévisions. C'est un outil d'aide à la décision pour les autorités. Seulement, la baisse drastique du niveau d'eau du fleuve Sénégal constitue aujourd'hui une sérieuse menace sur le plan de riposte concocté par le ministère de l'Agriculture. Mais selon Eliman Fall, la mise en place de ces dispositifs de veille permettra d'anticiper, de faire face à toutes les situations. Effectivement, le niveau ou le comportement des fleuves que nous avons dans nos zones, ce sont des comportements assez contradictoires parce qu'en un temps de l'année, en 3 mois, on peut enregistrer des débits assez importants, de hauteur donc assez élevées. Et pendant le reste de l'année, nous avons donc des réductions vraiment très drastiques. Et c'est ce que nous commençons à constater déjà au mois de janvier pour les questions d'agriculture. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la maîtrise des données hydrologiques, avec la maîtrise et la gestion de nos cours d'eau, effectivement la DGPRE mettra en place, et pour les prises de décision des autorités, vraiment les outils nécessaires qui nous permettront non seulement de valoriser toutes ces eaux qui transitent entre le mois de juillet et le mois d'octobre, donc dans nos différents cours d'eau, afin donc de les maximiser. Comme pour dire qu'après la catastrophe de l'hivernage passé, les pouvoirs publics sont résolument engagés à tout mettre en œuvre afin d'anticiper pour parer à toute éventualité.
Tout autre chose, les conditions d'études et d'enseignement se détériorent de plus en plus au campus de Fatick de l'université Sine Saloum. 4 salles de cours empruntées pour plus de 1000 étudiants. Le SAES, section locale, a tenu une assemblée générale et une conférence de presse pour alerter les autorités. Voyons tout cela avec Aminata Goudjapi. Ils ont déserté les salles de classe et les bureaux pour se retrouver sur le campus de Fatick. Enseignants et personnel administratif crient leur ras-le-bol. Leurs difficiles conditions de travail ont empiré. 4 salles de classe empruntées pour près de 2000 étudiants. Donc aujourd'hui, nous sommes à Fatick, un campus où nous avons 4 départements, 8 licences et 12 promotions. Aujourd'hui, nous ne disposons que de 4 salles de cours. Vous imaginez les départements. Chaque département fait cours une seule fois par semaine. 4 salles de cours parce que les autres salles sont en état de délabrement avancé. Il y a des dalles qui tombent, etc., etc. On n'en finit pas. Ce qui constitue un danger pour le personnel administratif, mais aussi pour le personnel enseignant. Cette situation qui perdure indispose enseignants et étudiants. La qualité des enseignements pourrait être affectée si des solutions ne sont pas trouvées. Quand vous n'avez pas de laboratoire, quand vous n'avez pas de salle de TP, quand vous faites des cours dans les marchés où les gens crient par-ci, par-là, donc ce qui veut dire que c'est grave. Ensuite, quand vous êtes dans des salles où le danger vous guette, vous n'êtes même pas à l'aise pour faire cours, là, tout le temps, à rafistoler des salles de cours, à chercher une solution temporaire, on ne peut plus continuer dans cette situation-là. L'université du Sine Saloum est en construction, le chantier est visiblement presque terminé. Les syndicalistes s'impatientent et exigent l'accélération des travaux. Cher Atap Mané. Parce qu'aujourd'hui, nos locaux qui nous sont propres, on est à un état d'exécution de plus de 85%. Donc on ne comprend pas pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à accéder à nos locaux. Donc l'université du Sine Saloum aujourd'hui, comme vous le remarquez, est la seule université quand même qui ne dispose pas de salles propres. Et USN même fait des cours dans des marchés. Oui, les conditions de travail ici sont très déplorables. Que ce soit le personnel enseignant, que ce soit le personnel administratif, ils sont dans des conditions insupportables. Les pères, par exemple, qui voient des pères, 5 pères, 6 pères dans un seul bureau. Donc je crois que ça aussi, c'est des conditions extrêmement difficiles. Outre les infrastructures, l'université El Hadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum fonctionne au ralenti en raison de son faible budget. Celui de... Quand il n'y a pas d'argent, donc la pédagogie ne suit pas. Juste une petite historique, à l'USN, nous sommes à 36 licences professionnalisantes, c'est les licences professionnalisantes. Avec quand même un effectif d'étudiants qui est aujourd'hui à près de 8000 étudiants. Cette année, ce qui se passe est pire. On n'a même pas voté à l'heure actuelle notre budget. Donc là, on ne sait pas par où tourner la tête. Cette conférence de presse est co-organisée par le syndicat du personnel administratif et technique et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. D'autres formes de lutte sont annoncées. L'État est interpellé. Le Sénégal a célébré ce jeudi la journée nationale de l'éducation des filles au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. En dépit des progrès réalisés, l'accès équitable à une éducation de qualité reste toujours un défi dans notre pays. Voici à ce propos la première dame Marie Khonfaye. Le Sénégal a tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale. Pour ce faire, nous devrons ensemble mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et de bâtir un avenir rayonnant pour toutes et tous. Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable, tel que préconisé par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050. Je souhaite que cette année nouvelle soit marquée par des actions concrètes en faveur de nos filles. Messieurs et Madame, je suis honorée de me tenir devant vous ce matin en tant que marraine de cette journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Et puis un mot sur la santé, fin de la grève à l'hôpital Albert Royer. Les travailleurs et la direction trouvent enfin un consensus après 4 mois de mouvement d'humeur. Voici le coordinateur de l'intersyndicale Abdoulaye Gueye avec Maïmouna Ndiaye. Merci. Avec l'aide et le soutien des médiateurs et des facilitateurs, mais aussi l'esprit d'ouverture de la direction et celui de l'intersyndicale, nous sommes parvenus à avoir un protocole d'accord de 18 points. Parce qu'à l'origine, la plateforme revendicative contenait 24 points. Avec la médiation interne,
et ensuite externe, nous sommes parvenus à 18 points d'accord. Ces 18 points d'accord contiennent, pour l'essentiel, les véritables points d'achoppement qui ont fait durer la grève sur 4 mois. Nous sommes satisfaits de ce protocole et réitérons encore une fois la mise en place dans tous les hôpitaux du Sénégal de comités du dialogue social. Parce que c'est un mécanisme important qui doit non seulement aider à anticiper sur les questions, mais aussi à rapprocher les positions des différentes parties. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite, avec le professeur Bakary Samb pour revenir sur le regain de tension au Sahel. À tout de suite.